le diaporama. Donc, nous allons voir aujourd'hui les retraitements endodontiques. Je ne sais pas pourquoi ils vous ont changé sur le programme ce thème, parce qu'en principe, ça s'appelle les retraitements endodontiques moyens et techniques. Et bien sûr, il y a dedans le traitement orthograde, il y a dedans comment on utilise les instruments, les moyens pour retirer les fractures les fractures d'instruments à l'intérieur, comment retirer les pivots, etc. Donc, tout est regroupé dans ce cours qui a été appelé à l'origine dans votre programme officiel, les retraitements endodontiques moyens et techniques. Donc, c'est quoi le retraitement endodontique? Pourquoi? Je vais vous lancer maintenant le diaporama. Alors, c'est quoi le retraitement endodontique? Le retraitement endodontique, donc, signifie qu'il y a eu échec du traitement initial. Pourquoi nous retraitons? Nous retraitons parce qu'il y a un petit problème. Ce problème, c'est quoi? On ne retraite pas quelque chose qui n'a pas été du tout traité. Ça s'appelle retraitement. On retraite quelque chose qui a déjà traité et qui a échoué. Donc, ceci signifie, excusez-moi une seconde s'il vous plaît. Alors, ça va maintenant? Oui, madame. Oui, docteur. Oui, madame. Donc, on avait dit qu'on retraitait parce qu'il y a un échec dans le traitement initial. Et cet échec se traduit généralement par une complication, parce que sinon, comment est-ce qu'on saurait qu'il y a eu échec du traitement initial? S'il y a une complication, c'est que au niveau de et notamment elle se traduit au niveau de la région périapicale, c'est qu'il y a eu échec de notre traitement initial. Et le retraitement endodontique sera alors considéré comme étant une tentative, je dis bien une tentative, qui vise à améliorer ou, si vous voulez, à réparer le traitement précédent. Donc, le retraitement, je résume encore une fois, le retraitement endodontique que nous appelons RTE, il a lieu quand le traitement initial a échoué. Comment allons-nous savoir si ce traitement initial a échoué? Nous le savons grâce à une complication au niveau notamment de la région périapicale. Et nous, qu'allons-nous faire? Nous allons essayer donc de traiter ou d'essayer d'améliorer le traitement précédent. Les objectifs. Les objectifs du retraitement endodontique, là je vais essayer donc d'enlever la vidéo pour que vous puissiez bien suivre, ce sont les mêmes que ceux d'un traitement endodontique initial. Nous allons procéder de la même manière. C'est quoi? C'est effectuer une thérapeutique endodontique qui vise à éliminer l'infection. Nous allons essayer de supprimer cette infection qui est en train de nous compliquer l'existence et celle de notre patient. Son origine, on enlève l'origine de cette infection, parce que qui dit infection endodontique dit qu'il y a quelque chose qui a provoqué cette infection, et justement, grâce à la suppression de l'étiologie de cette réinfection, c'est grâce donc à la suppression de cette étiologie que nous allons essayer de réparer donc cet échec, à obturer ensuite, à obturer tout le réseau endodontique et à restaurer définitivement la dent, dans le but de lui redonner sa fonction et de permettre une réparation complète des tissus de soutien. C'est ça notre but. Le but est de tenter donc d'éliminer l'infection, d'éliminer l'origine de cette infection, c'est-à-dire l'étiologie qui a provoqué, ensuite à réobturer tout notre réseau canalaire de manière hermétique, ensuite à restaurer, ceci est très important parce que si vous obturez,
le réseau endodontique alors que vous mettez énormément de temps par la suite, ou si vous restaurez mal votre dent, c'est voué à l'échec. Et vous allez voir, c'est une des étiologies de la réinfection de la dent. Et tout ceci dans le but de redonner la fonctionnalité à la dent et de permettre, notamment les tissus de soutien de la dent sont extrêmement importants. Nous essayons donc de permettre la réparation complète des tissus de soutien, puisque nous avons eu dans cet échec-là, notamment donc un problème au niveau du périapex. L'objectif du retraitement endodontique est donc de pallier aux insuffisances du traitement initial qui ont conduit à l'échec. Si le traitement initial avait été bien conduit, on n'aurait pas eu d'échec. Mais là, nous allons essayer de réparer, de pallier donc aux insuffisances de ce traitement initial qui nous a conduit à l'échec. Soit par la voie coronaire que nous appelons la voie orthograde ou RTO, soit par la voie périapicale au niveau apical que nous appelons donc la voie rétrograde ou RTER. Dans ce cours, on vous avait dit que c'était dans l'affichage qu'on vous a mis, on vous a dit RTO, RTEO et RTER. Or, le RTER, c'est-à-dire par la voie rétrograde, c'est le domaine de la pathologie bucco-dentaire. Donc, nous allons faire le traitement par la voie orthograde, la réparation par la voie orthograde. Donc, nous ne traiterons dans ce cours que la RTEO ou le retraitement endodontique par voie orthograde, ce qui va nous conduire au retrait de l'ancienne obturation canalaire et tout autre élément qui se trouve à l'intérieur des canaux et la reprise de la triade endodontique, cette triade dont nous avons énormément parlé en troisième année, qui est le nettoyage, la mise en forme et l'obturation du réseau canalaire. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui, madame. C'est bon, c'est clair, il n'y a pas de questions? Oui, non, c'est clair. Très bien. Alors, nous allons donc parler de l'étiologie de cette réinfection, si vous voulez. Je parle de réinfection parce que vous voyez qu'ici, on vous dit l'étiologie la plus fréquente demeure l'infection. C'est l'infection qui se manifeste par des signes. Sinon, on ne connaît pas les signes. Donc, l'étiologie de l'échec d'un traitement endodontique demeure en grande partie l'infection de ce réseau canalaire et de ces tissus de soutien, notamment le périapex. Donc, je reprends, l'étiologie la plus fréquente demeure l'infection, qui persiste, soit elle persiste, nous n'avons pas réussi à la supprimer, ou alors on reprend dans le réseau canalaire. On a peut-être supprimé au début, puis elle reflambe une deuxième fois, ou au niveau de la zone périapicale. Car il serait bon de rappeler que la qualification du praticien joue un rôle primordial dans le pronostic d'un traitement endodontique. Pourquoi j'insiste? Vous avez assisté probablement en troisième année, le cours a été complet en ce qui concerne l'endodontie et je me suis appliquée à faire ce cours et j'ai toujours demandé à faire ce cours parce que il est d'une importance primordiale. Si vous suivez exactement ce qui a été donné dans le cours, il n'y a pas de risque d'arriver à ce cours. Si vous avez suivi correctement ce que nous avons fait en troisième année, normalement, vous n'êtes pas obligé d'arriver jusqu'à ce cours. Parce que le retraitement, c'est l'échec du traitement initial. Et là, on vous dit que la qualification du praticien joue un rôle primordial dans le pronostic d'un traitement endodontique. Si vous, en tant que praticien, vous suivez à la lettre ce qu'on vous demande de faire, il n'y a pas de raison pour quelques mois après ou une année ou 2 années après, vous soyez dans l'obligation de retraiter la même dent. Donc, le praticien, son rôle,
compte énormément dans l'évolution ou l'involution d'un traitement endodontique. Nous citons comme exemple, et là, vous allez voir, c'est très important ce que je vais vous dire. Parce que si vous faites attention à ce que je vais vous énumérer et que vous palliez, vous suivez exactement, il n'y a pas lieu de retraiter une dent. Le pronostic tend à devenir tend vers le 100% de réussite. Si vous ne respectez pas toute cette étiologie que je vais vous donner, le pronostic va plutôt tenter vers le négatif. Donc, d'abord, comme première étiologie, c'est le manque de désinfection canalaire au cours du traitement initial, qui demeure, selon les études statistiques, l'étiologie la plus fréquente. On vous demande de désinfecter correctement un canal avant de l'obturer. Et le désinfecter, ça veut dire que vous avez deux étapes qui entrent en même temps, qui se font en simultané. Vous avez la désinfection et la mise en forme du canal. Pourquoi nous le faisons en même temps? Parce que lorsque vous faites la mise en forme du canal, vous êtes en train de libérer la lumière des canalicules et quand vous faites la désinfection, quand vous faites votre irrigation, le produit de désinfection va rentrer dans les tubuli dentinaires et va vous désinfecter en profondeur. Si vous faites cette étape correctement, il n'y a pas lieu de retraiter par la suite. Vous avez éliminé toute l'infection, même si on vous a dit qu'on ne pouvait pas éliminer à 100%, mais s'il reste quelques petites bactéries isolées à l'intérieur du canal, grâce à l'obturation canalaire, vous allez complètement les paralyser et les emmurer et ils ne pourront plus se multiplier. Mais cette désinfection, vous devez la faire correctement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur ou de débris à l'intérieur de votre réseau canalaire. Si vous le faites correctement, vous êtes en train de supprimer cette phase de retraitement. Vous avez également un traitement endodontique qui se fait sans isolement. On vous a dit, quand vous faites un traitement endodontique, même quand vous faites un traitement d'une restauration canalaire sur une dentinite, le champ opératoire est obligatoire. Si vous omettez de mettre le champ opératoire, toute la salive va rentrer à l'intérieur et cette salive, bien sûr, va rentrer avec ses germes. Nous avons tous des germes dans la cavité buccale, mais c'est des germes que nous appelons des germes saprophytes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas virulents, ils ne sont pas dangereux du tout pour nous. Mais si vous les isolez, parce que là, dans la salive, ils sont complètement envahis par la salive, ils sont dilués dans la salive. Mais si vous les isolez et qu'ils rentrent dans un canal dans lequel ils ne sont plus dilués dans la salive, à ce moment-là, vous avez presque, disons volontairement, introduit des bactéries à l'intérieur du canal. Donc, le champ opératoire et, si possible, la mise en place de la digue devient quelque chose de primordial dans un traitement endodontique. Nous avons vu donc le manque de désinfection, l'isolement, le champ opératoire qui est défectueux et également un manque d'étanchéité de l'obturation canalaire. Imaginez que vous avez suivi correctement la première étape, c'est-à-dire que vous avez mis un champ opératoire adéquat, étanche, vous avez désinfecté correctement votre canal, mais que votre obturation canalaire, vous l'avez plus ou moins ratée. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est insuffisante. Vous allez permettre tout le flux qui vient du périapex de pénétrer et ce flux va venir très souvent avec des bactéries qui vont se nicher à l'intérieur des tubuli dentinaires et qui vont commencer à se développer. Donc, désinfection canalaire correcte, champ opératoire correct, obturation correcte, et le manque d'étanchéité est également une restauration définitive de la dent correcte. Si votre obturation canalaire est défectueuse, vous allez permettre une pénétration bactérienne par la voie rétrograde. Si vous faites une restauration coronaire défectueuse, vous allez permettre une pénétration bactérienne par la voie orthograde, c'est-à-dire par la voie coronaire.
Un refoulement de débris septiques lors de la préparation canalaire. On vous a toujours dit qu'il faut utiliser des instruments bien stérilisés et qu'également, on vous a montré qu'il y avait une certaine manière de préparer le canal. Il y a des limes qui sont utilisées pour élargir le canal dans le mouvement rotatoire et il y a des limes, les limes de Engström par exemple, qui sont utilisées pour lisser les parois et de manière longitudinale. Si vous inversez les rôles de ces instruments ou si vous allez très loin dans votre canal, notamment au début de votre traitement, vous risquez de refouler tout ce qui se passe à l'intérieur du canal. Vous refoulez soit de la pulpe quand il s'agit d'un état inflammatoire, soit vous allez refouler des débris nécrotiques et à ce moment-là, bien sûr, quand vous allez obturer, tout ceci va se développer, se décomposer et vous entraîner donc une réinfection au niveau du périapex. Donc, le refoulement de débris septiques, si vous manipulez de manière incorrecte vos instruments, vous risquez de refouler des débris qui se trouvaient au préalable dans le canal. Vous avez également la blessure quand vous agressez l'espace de Black. Si vous l'agressez une seule fois, c'est pas grave. Mais si à chaque fois, c'est pour ça qu'on vous dit, faites la mesure de votre longueur canalaire. La LT, la longueur totale, est très importante, de manière à ne plus dépasser cette longueur. Cette mesure est très importante parce que si vous rentrez sans faire cette mesure et qu'à chaque fois que vous rentrez dans votre canal, vous blessez le périapex, à force de l'agresser à chaque pénétration d'instrument, vous allez finir par le réveiller et à ce moment-là, il se réveille par une réaction inflammatoire. D'autre part, on vous avait dit en troisième année que la recherche des orifices canalaires était extrêmement importante et que tous les orifices canalaires qui se trouvaient à l'intérieur d'une dent devaient être repérés. On vous a dit également que lorsqu'on vous a donné excusez-moi encore une seconde, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, parce qu'un canal non traité, parce que l'orifice canalaire n'a pas été détecté, va entraîner donc ce canal-là va devenir un réservoir pour vos bactéries et quand bien même vous avez traité correctement tous les autres canaux, si vous laissez un réservoir à côté d'eux, bien sûr, ça sera un cas d'échec de votre traitement. Est-ce que ça va pour l'étiologie? Donc, pour cette étiologie, si vous enlevez entièrement l'infection dans le canal, vous avez placé un bon champ opératoire, vous avez travaillé avec une LT sans agresser le périapex, si vous n'avez pas refoulé vos débris canalaires, si vous avez utilisé des instruments stérilisés, si vous avez fait une bonne obturation canalaire, si vous avez trouvé tous les orifices canalaires, vous avez traité tous les canaux, vous n'allez pas arriver au retraitement endodontique. Pour le retraitement endodontique, il va y avoir, bien sûr, des indications et des contre-indications. S'il n'y avait pas autant de contre-indications dans le traitement initial, dans le retraitement, vous pouvez avoir des contre-indications. Le retraitement endodontique, bien sûr, ne peut être réalisé de manière systématique. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un vient vous voir, parce qu'il a un problème, que vous allez tout de suite vous mettre à ouvrir la dent et à refaire votre retraitement. Vous devez faire absolument une évaluation de l'état des lieux, évaluation clinique et une évaluation radiologique. Si tout est permis, le retraitement endodontique peut avoir lieu. Si ce n'est pas permis, le traitement endodontique ne peut pas avoir lieu. Et bien sûr, si la dent est en train de provoquer une infection à votre malade, vous savez très bien vers quel service vous orienter. C'est vers le service de pathologie pour une extraction. Donc, il existe des indications et des contre-indications du traitement endodontique. Donc, il est nécessaire de procéder à un bilan clinique et radiologique minutieux
avant de prendre la décision d'un retraitement endodontique. Car en effet, ce dernier peut être indiqué ou contre-indiqué selon le cas qui se présente. Et la question que l'on se pose, bien sûr, dans le cas d'un traitement initial, peut-on ou pas reprendre un traitement endodontique? C'est toujours la question que vous devez vous poser quand un malade se présente à vous et que la dent a été déjà traitée, que vous prenez une radio, que vous trouvez qu'il y a une obturation canalaire avec une réaction périapicale, vous devez faire votre bilan pour savoir si vous pouvez retraiter cette dent ou pas. Les indications du retraitement endodontique. Les indications se feront après évaluation, c'est-à-dire selon les évaluations cliniques ou critères cliniques et selon une évaluation radiologique que nous appelons également critères radiologiques. L'évaluation clinique, comment allez-vous faire cette évaluation clinique? Vous allez bien sûr examiner et vous allez relever certains points. Vous allez d'abord voir s'il y a une persistance de symptômes, tels que les douleurs récurrentes ou exacerbées par la pression ou la percussion. Donc, vous allez faire des percussions. Vous allez poser la question à votre malade. Vous allez lui dire est-ce qu'au moment de la mastication, il a mal au niveau de sa dent. Donc, persistance des symptômes. Donc, les douleurs qui viennent à chaque fois que le malade mord sur sa dent ou quand sur le fauteuil vous faites la percussion axiale ou même transversale et qu'elles sont positives, ça veut dire qu'il y a problème au niveau du desmodonte. Il y a également présence ou persistance d'une tuméfaction ou d'une fistule. Donc, à l'examen, les indications du retraitement, c'est quand il y a persistance de symptômes. Les symptômes n'ont pas disparu après le traitement initial. Ensuite, vous faites l'examination de la région périapicale et vous vous rendez compte qu'il y a une tuméfaction avec présence ou non d'une fistule. Apparition ou persistance d'une mobilité dentaire. La mobilité dentaire, le malade a pu venir pour le traitement initial avec une mobilité dentaire. Vous allez voir, est-ce que cette mobilité dentaire a existé auparavant et qu'elle persiste, ou alors est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'elle vient d'apparaître, cette mobilité dentaire? Vous allez examiner la région ganglionnaire. Est-ce qu'il existe une adénopathie? Est-ce qu'il existe une sinusite maxillaire unilatérale? Quand il s'agit de molaires de la dent lorsqu'il s'agit d'une molaire ou d'une prémolaire maxillaire. L'évaluation également du support parodontal qui doit être suffisant pour assurer le maintien fonctionnel de la dent sur l'arcade. Vous allez examiner, vous allez voir si la dent, vous voyez pratiquement le tiers ou la moitié de la racine qui se voit, qui ne sont pas couverts par la gencive. Est-ce que dans ce cas-là, il y a une indication? Il n'y a pas d'indication. Donc, vous allez faire toute une évaluation clinique. Vous allez voir si les symptômes persistent après cette douleur, après le traitement endodontique. Vous voyez s'il y a des douleurs à la mastication ou à la percussion. Vous voyez s'il y a une persistance d'une tuméfaction ou d'une fistule. Vous allez voir s'il y a une apparition nouvelle ou s'il y a une complication de la mobilité dentaire. Vous allez examiner la région ganglionnaire, voir s'il y a persistance d'une adénopathie, s'il y a une sinusite maxillaire pour les prémolaires et les molaires du maxillaire, et vous allez également faire une évaluation clinique du support parodontal qui doit être suffisant. Si le parodonte est suffisant pour un retraitement, à ce moment-là, si vous avez tous ces critères-là qui sont réunis, vous dites, c'est bon, j'ai 50% de chances de reprendre le retraitement, en attendant les 50% de l'évaluation radiologique. Parce que maintenant, nous passons à l'évaluation radiologique ou critères radiologiques. Vous allez voir
sur le cliché radiologique s'il y a un élargissement desmodontal. Cet élargissement, comment il apparaît? C'est une apparition d'une zone radioclaire tout autour ou juste sur une partie de la racine, telle que le périapex. Vous allez voir s'il y a apparition ou persistance ou évolution d'une lipoée, c'est-à-dire d'une lésion inflammatoire périodontique d'origine endodontique. Je lis et puis je réexplique. Vous allez également constater, parce que le retraitement, qui dit retraitement, dit que la dent a été obturée, vous allez voir s'il n'y a pas de sous-obturation canalaire. Un cliché radiographique révélera un canal, dans ce cas-là, incomplètement obturé, signe d'un manque d'étanchéité. Et vous allez voir également la relation de la dent avec les tissus avoisinants. Donc, l'évaluation radiologique, vous allez donc examiner le desmodonte, vous allez examiner la région périapicale, vous allez examiner la capacité de l'obturation canalaire, cette obturation canalaire, la suffisance de cette obturation canalaire. Est-ce qu'elle n'est pas en sous-obturation canalaire? Et dans ce cas-là, ça signifie qu'il y a eu une infiltration, donc il y a un manque d'étanchéité. Et vous allez voir la relation entre la dent et ces tissus de soutien. Et à ce moment-là, vous allez dresser ce qu'on appelle un arbre décisionnel. Qu'est-ce que c'est que l'arbre décisionnel? Vous êtes là, les étudiants? Oui, professeur. Parce que là, moi, je suis en train de perdre... il nous reste 10 minutes. Oui, nous serons obligés de revenir. Hein. Oui, c'est-à-dire que vous allez vous reconnecter au même lien. D'accord, il n'y a pas de souci. L'évaluation radiologique, on a vu, ça va, on peut passer à l'arbre décisionnel? Oui, professeur. D'accord. Alors, nous passons à un arbre décisionnel. Celui-là, cet arbre, ce tableau que je viens de vous dresser, c'est-à-dire que vous devez juste l'avoir en tête. Après avoir fait un bilan clinique et un bilan radiologique, à ce moment-là, dans votre tête, vous devez avoir cet arbre décisionnel. C'est quoi cet arbre décisionnel? Alors, vous allez vous dire... l'arbre décisionnel d'un retraitement endodontique en absence d'une lipoée. Vous voyez quand même qu'il y a manifestation douloureuse peut-être, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une lipoée au niveau du périapex. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un élargissement du desmodonte. Vous pouvez avoir un élargissement du desmodonte, mais il n'y a pas de lipoée tout autour de votre périapex. À ce moment-là, vous prenez votre décision ou vous n'intervenez pas, vous laissez sous surveillance, vous voyez l'évolution, ou alors vous entamez un traitement non chirurgical. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, je dois reprendre, je dois faire le retraitement pour éviter d'aboutir à un traitement chirurgical. Donc, en absence de lipoée, ma petite flèche qui disparaît à chaque fois, en absence d'une lipoée, ou alors je décide de surveiller, de ne pas intervenir, ou alors je me dis non, je vais intervenir par un traitement orthograde, un retraitement orthograde, afin d'éviter d'arriver à un retraitement chirurgical. Le deuxième cas de figure, c'est que nous avons un retraitement endodontique, dans le cas, il y a une récidive, avec lipoée, c'est-à-dire une lésion inflammatoire périodontique d'origine endodontique. À ce moment-là également, vous vous dites, bon, je n'interviens pas tout de suite et je vais la laisser sous surveillance. Si la lipoée est toute petite et que vous vous dites peut-être que je vais vers la guérison. Mais si vous décidez d'un retraitement endodontique,
vous vous dites, ou alors je n'interviens pas également, ou alors vous vous dites, je vais intervenir. Votre intervention pourrait être soit une extraction. Pourquoi? Parce qu'il y a une contre-indication au retraitement endodontique que nous allons voir d'ailleurs les contre-indications. Quelles sont les contre-indications et quelles sont les indications? Vous vous dites, c'est bon, le patient ne peut pas recevoir une réintervention et j'envoie vers l'extraction. Ou alors, il y a indication et à ce moment-là, tout dépend du degré de la reprise de votre infection. Soit vous allez partir vers une RTE R, c'est-à-dire un retraitement par la voie rétrograde, soit vous décidez d'un RTEO, c'est-à-dire un retraitement par la voie orthograde. C'est ça que vous devez avoir en tête. Ou j'interviens pas, je laisse sous surveillance, ou je vais intervenir face au cas qui se trouve face à moi, et j'interviens de quelle manière? S'il y a je vais à ce moment-là envoyer pour l'extraction. S'il y a indication, à ce moment-là, comment vais-je intervenir? Est-ce que je vais intervenir par la voie orthograde uniquement? Est-ce que je vais intervenir par la voie rétrograde obligatoirement? Et donc, sans l'hypoé, quand vous décidez d'intervenir, c'est uniquement par la voie orthograde. Quand il y a présence de l'hypoé, et tout dépend du degré de cette lipoé, ou alors vous faites par la voie rétrograde, ou alors uniquement par la voie orthograde. Est-ce que ça va jusqu'à présent? C'est bon? Oui, docteur. D'accord. Alors, avant de passer vers les moyens, nous allons parler des contre-indications. Quand c'est qu'il y a contre-indication dans votre arbre décisionnel et que vous décidez donc d'envoyer vers l'extraction plutôt que d'intervenir, les premières contre-indications, ce sont liées au patient. L'état général du patient peut ne pas vous permettre d'intervenir pour un retraitement, tel que les patients avec un risque infectieux reconnu, cardiopathie, encore diabète, prothèse articulaire ou un patient porteur d'un VIH. Donc, tout ce qui peut être maladie générale liée à votre patient peut vous contre-indiquer un retraitement endodontique. Je répète encore, tels que les cardiopathes, les diabétiques, ceux qui portent des prothèses articulaires, par exemple la prothèse du genou, les prothèses de la hanche, tout ça devrait vous contre-indiquer un retraitement, et également chez les patients porteurs du virus VIH. Les patients soumis, par exemple, à une radiothérapie de la sphère ORL, ces patients-là, vous n'avez pas le droit de réintervenir. Donc, les patients en pré- ou post-radiothérapie ne sont pas des cas indiqués pour un retraitement endodontique. Et également, le refus de la part du patient. Parce qu'il faut absolument faire participer votre patient à la prise de décision. Vous lui dites, vous lui expliquez qu'un retraitement n'est jamais aussi, le pronostic d'un retraitement n'est jamais aussi positif que le traitement initial. Le retraitement, son pronostic est plus défavorable que le traitement initial. Donc, votre patient, quand vous lui expliquez tout ça, c'est à lui de prendre la décision que sa dent doit être retraitée ou qu'elle doit être extraite. Contre-indication également, mobilité excessive. Si la dent est très mobile, c'est que les tissus de soutien ne sont pas bons pour retenir la dent. Dans ce cas-là, vous ne devez pas réintervenir par un retraitement endodontique. Ou également, si l'indication de la chirurgie endodontique s'impose, c'est-à-dire que vous devez
absolument passer par la voie rétrograde, à ce moment-là, vous avez une indication de la chirurgie endodontique. Les critères radiologiques, la maladie parodontale, oui. Par rapport aux les diabétiques, c'est pour les diabétiques qui ont un diabète non équilibré. Même l'équilibré, quand vous avez un patient qui se présente à vous, vous allez faire un interrogatoire. Si c'est un premier traitement, un diabétique équilibré, vous pouvez le faire. Un diabétique non équilibré, déjà pour un traitement initial, vous n'avez pas le droit de le faire si votre diabétique n'est pas équilibré. Maintenant, pour un retraitement, même s'il est équilibré, il y a deux solutions qui se posent à vous. Ou alors, il n'y a pas de lipoé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion périodontique. Dans ce cas-là, vous pouvez tenter un retraitement sans agresser aucune fois votre périapex. Si maintenant il y a une lipoé qui s'est installée, vous n'avez pas le droit de réintervenir de manière endodontique, vous êtes obligé de l'envoyer en extraction. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci madame. Donc, chez un diabétique équilibré, le traitement initial se fait sur la base d'un manque de complications qui pourrait compliquer le cas de votre… S'il n'est pas équilibré, c'est les critères radiologiques. À partir du moment où vous faites votre critère radiologique, la maladie parodontale est le premier critère radiologique analysé avant la prise de décision d'un retraitement. Par exemple, des signes radiographiques d'un parodonte profondément atteint contre-indiquent un retraitement. Fracture ou fêlure radiculaire. Présence d'un ancrage radiculaire dont la dépose peut affecter le pronostic de la dent. Donc, vous vous basez toujours sur l'état clinique et l'état radiologique. C'est très important, j'ai pratiquement insisté énormément, j'ai même fait des répétitions à cause de ça, mais c'est pour que vous sachiez qu'un retraitement ne peut pas se faire de la même manière qu'un traitement initial, que vous êtes obligé d'analyser et la situation clinique et la situation radiologique avant d'entamer tout retraitement endodontique. Est-ce que c'est compris? Ça va? Est-ce qu'on peut poursuivre? Oui, ça va, madame, c'est compris. C'est bon. Donc, nous allons voir maintenant quels sont les moyens, parce que pour faire un retraitement, ce n'est pas comme le traitement initial. Le praticien devra se munir de certains instruments, d'un certain type de matériel pour pouvoir intervenir pour un retraitement endodontique. Les moyens nécessaires pour un retraitement endodontique, qui sont-ils? Vous avez toute une panoplie de moyens à avoir sous la main. Bien sûr, moi, je vais vous donner une panoplie enrichie, mais à vous de choisir quels sont les instruments que vous pouvez avoir chez vous, selon vos moyens, de manière à pouvoir réintervenir dans le cas d'un traitement endodontique. Le matériel nécessaire, donc après évaluation et analyse clinique et radiologique, la décision d'un retraitement orthograde ou rétrograde sera prise. Nous ne parlerons dans ce chapitre que du retraitement par voie orthograde ou RTEO. Cette dernière doit toujours être choisie en première intention. L'élimination des matériaux et obstacles intracanalaires vont impliquer la maîtrise de procédés mécaniques, physiques, chimiques adaptés à la situation clinique. C'est-à-dire que vous devez avoir en votre possession des moyens mécaniques, physiques et chimiques, de manière à pouvoir faire le choix entre ces différents procédés pour réaliser votre retraitement. Pour réussir le retraitement, le praticien devra disposer de moyens spécifiques, se composant de matériel, d'instruments et de produits dont certains sont essentiels. Je vais vous donner toute cette panoplie. Vous allez voir vous-même que votre choix va aller vers certains instruments
ou certains produits. Moi, je vous donne toute la panoplie. Et vous allez voir que personnellement, chacun d'entre vous son choix va porter sur un ou l'autre des matériaux ou des produits. Nous allons parler d'abord, dans le matériel nécessaire, des instruments à main. Quels sont les instruments à main que vous pouvez avoir sous votre main? Voilà. Ce sont d'abord les sondes endodontiques. Nous parlons des sondes endodontiques. Vous avez des sondes tout court, vous avez des sondes parodontales et vous avez des sondes endodontiques. Elles permettent de passer entre les obturations ou obstructions canalaires, ce qui va permettre aux produits ou aux inserts vibratoires de s'infiltrer dans le vide ainsi créé. Vous avez donc un retraitement à faire. Le traitement et le canal, est comblé. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez passer entre la paroi canalaire et le matériau qui est à l'intérieur grâce à cette sonde endodontique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer comme un pertuis entre le matériau et la paroi. Et si vous avez choisi d'utiliser un insert, par exemple un insert vibratoire, vous allez le placer à l'intérieur de ce pertuis que vous allez créer. Vous allez voir comment ça va fonctionner, on en reparlera par la suite. Ou alors, vous avez choisi par exemple un produit chimique, une solution. Vous allez donc la placer dans ce petit pertuis que vous venez de créer grâce à la sonde endodontique. Vous allez laisser ce produit chimique faire son travail jusqu'à ce qu'il puisse ramollir votre matériau et qu'ensuite vous allez entamer votre traitement de retrait. Donc, vous voyez pourquoi la sonde endodontique est importante. Elle permet de creuser un petit pertuis entre la paroi canalaire et entre votre matériau d'obturation canalaire. Vous avez également, donc vous voyez déjà, est-ce que c'est un choix que vous allez faire pour avoir une sonde endodontique au niveau de votre cabinet? Vous avez également les excavateurs. Il y a les excavateurs endodontiques qui permettent le retrait de certains ancrages intracanalaires. Ces excavateurs, donc, vous allez les rentrer comme une petite cuillère dans le pertuis que vous a créé la sonde endodontique et vous allez essayer de supprimer certains ancrages, dont notamment les cônes d'argent. Si par exemple quelqu'un vous vient avec un cône d'argent qu'il a placé il y a 20 ans ou 30 ans de cela, grâce à l'excavateur endodontique, vous allez pouvoir, comme une cuillère, essayer de le retirer avec précaution bien sûr, avec l'excavateur endodontique. Vous avez enfin, ceux-là je les affectionne énormément, ils sont extrêmement utiles, ce sont les systèmes vibratoires ultrasonores ou à ultrasons. Vous avez les limes ultrasonores. Ces limes permettent de franchir les fragments d'instruments fracturés, les ciments d'obturation insolubles, les cônes d'argent ou fibrés, ainsi que les calcifications ou tout autre obstacle qui est dans le canal. Dans les systèmes vibratoires, donc, vous avez soit les limes ultrasonores, soit les inserts ultrasonores. Les limes vont permettre de franchir les fragments d'instruments fracturés. Si elles vous permettent de fracturer et que vous allez mettre en action les vibrations, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont décoller l'instrument fracturé qui est à l'intérieur et cet instrument va sortir tout seul sans effort. Les inserts ultrasonores ils ont le même rôle, mais avec une plus grande puissance. Ils sont plus puissants que les limes ultrasonores et peuvent user et fragiliser les obstacles intracanalaires et déceler les tenons radiculaires. Ce sont les mouvements vibratoires. Qu'est-ce qu'ils vont faire aussi bien avec les limes et encore mieux avec les inserts? Vous allez, grâce à ces mouvements vibratoires, détruire carrément le matériau d'obturation ou alors décoller, dénicher votre fragment d'instrument qui est à l'intérieur et qui va être donc évacué de l'intérieur du canal. Nous voyons ici différents inserts. Voilà, il y a ici différents inserts ultrasonores que nous avons à votre disposition.
Les inserts ultrasonores doivent être utilisés avec de l'eau, car ils chauffent. Et cette chaleur donc, pourra compromettre la suite du traitement. Donc, tous les inserts ultrasonores ou alors les limes ultrasonores, puisque les limes seront branchés sur des inserts spécialement conçus pour ça. Par exemple, vous voyez cet insert qui est là? Sur celui-ci, vous pouvez brancher une lime. Tout cela, c'est des inserts que vous allez utiliser sans lime. Mais celui-ci, vous pouvez brancher une lime sur cet insert. Et donc, en les introduisant entre le matériau et entre la paroi canalaire, les vibrations ultrasonores, regardez, nous avons une lime que nous pouvons placer. Vous allez donc déloger soit votre tenon qui est à l'intérieur, tous les ancrages qui sont à l'intérieur, ou alors un instrument qui a été fracturé à l'intérieur du canal. Donc, ceci, ce sont les instruments dits à main. Nous avons ensuite les instruments rotatifs. Les instruments rotatifs, par exemple, les fraises-boules à long col. Regardez, par exemple, vous avez déjà utilisé des fraises en clinique, maintenant vous êtes bien familiarisé, ça s'arrête à peu près, le col s'arrête à peu près ici. Regardez les fraises à long col, le col comme il est long. Et celui-ci vous permet de pénétrer à l'intérieur de la cavité d'accès et même à l'entrée du canal. Les fraises-boules à col long, appelées encore fraises-boules LN006, donc vous pouvez disposer de ces fraises. Il y a également les forêts de Müller. Les forêts de Müller, attendez, non, je ne vous les ai pas données ici, mais bon, c'est des forêts. Les extracteurs, ça s'appelle des trépans ou extracteurs d'ancrage intracanalaire. Regardez un de ces trépans ou de ces extracteurs intracanalaire, une vis. Vous allez bien sûr travailler, par exemple, vous avez ici votre racine, vous avez un ancrage ici à l'intérieur ou un instrument fracturé, vous allez tout autour travailler, soit avec votre sonde endodontique ou alors avec vos ultrasons si vous n'avez pas réussi à le sortir, et vous allez introduire votre trépan. Le trépan, vous allez l'introduire jusqu'à l'instrument fracturé ou à votre ancrage intracanalaire. Ensuite, à l'aide de la vis que vous avez ouvert auparavant, vous allez fermer votre vis. En fermant votre vis, qu'est-ce que vous faites? Vous coincez l'instrument à l'intérieur. Et regardez comment il est retiré grâce à votre trépan. Regardez différents trépans. Un instrument retiré ici, un instrument retiré là. Et donc, vous voyez qu'il existe également dans la panoplie de nos instruments qui peuvent être utilisés pour le retraitement et notamment pour le retrait des ancrages intracanalaires ou des instruments fracturés, les trépans. Les trépans donc, grâce à leur vis, et quand vous aurez élargi tout autour de l'instrument fracturé ou de votre ancrage, vous le faites pénétrer à l'intérieur de votre canal, vous vissez et vous retirez votre instrument. Vous avez donc différents quand même, on les appelle trépans ou extracteurs d'ancrage intracanalaire. Nous avons plusieurs trousses mises à notre disposition avec donc des extracteurs intracanalaires. Toute la trousse que nous avons, je vous cite, la trousse de Gonon, la trousse de Machtou qui est très connue. Vous introduisez grâce à cette pince, nous allons voir dans le protocole opératoire comment on les utilise. Grâce à cette pince, vous allez introduire le trépan, vous allez tourner la pince ou alors la vis et vous retirez votre instrument. Et nous avons également
l'extracteur de pivot de Thomas. Donc ça, c'est la trousse de Thomas. Donc c'est une trousse universelle pour dépose de tenons qui comprend également un kit de fraises et de forêts. Vous avez des fraises et vous avez des forêts qui viennent avec sa trousse de Gonon. Là, je ne fais de Thomas, pardon. Là, je ne fais que vous donner les types de trousses. Je vous dis que les moyens de suppression des ancrages intracanalaires, vous avez également les extracteurs d'ancrage intracanalaire. Et parmi ces extracteurs, je viens de vous citer des trousses. À vous de faire votre choix si vous en avez besoin ou pas de ces trousses ou si d'autres instruments vous suffiront. Vous avez également les instruments endodontiques. Nos fameuses limes K et H que nous aimons énormément. Les instruments endodontiques manuels ou limes manuelles. Parmi ces limes, nous citons les limes K que vous connaissez. Nous avons différentes limes, les limes K et les limes H ou limes de Angstrom. Les limes K avec leur pointe active sont efficaces pour pénétrer dans l'obturation canalaire. Vous allez voir comment les limes K ou les limes H peuvent vous retirer dans le protocole opératoire. Vous allez voir comment carrément elles peuvent vous retirer un cône de gutta à l'intérieur du canal. Donc la lime K et la lime H sont très importantes. Je vais vous donner l'exemple de lime H, comment torsadées, elles peuvent vous retirer un instrument fracturé à l'intérieur. Donc, une ou deux limes de Angstrom torsadées et passées latéralement autour d'un cône ou d'un instrument fracturé permettent le retrait de ce fragment du canal par une forte traction. Regardez, deux limes H torsadées, elles viennent de vous retirer un cône d'argent. Donc, vous voyez que nos limes K et nos limes H sont extrêmement utiles dans toutes les étapes d'un traitement endodontique. Ces limes s'avèrent aussi très efficaces pour éliminer la gutta perca, les tuteurs en plastique des obturations du système ternafile, ainsi que les cônes de polyester. Nous citons parmi moi je vous dirais que les limes K, les limes H suffisent largement, mais bon, certains utilisent les limes RM, dont la conicité est de 4%, les limes C+, cette lime est de section carrée, c'est pas la peine de trop retenir, avec une pointe pyramidale très active. Cette lime permet de négocier certains canaux calcifiés. Je vous dis que parmi les instruments endodontiques, les limes K et les limes H sont celles que nous préférons le mieux. Les instruments endodontiques rotatifs. Pardon, je ne suis pas encore arrivée là. Donc, les instruments rotatifs, vous les connaissez déjà. On a déjà parlé des instruments rotatifs. C'est les instruments endodontiques rotatifs en acier. Et vous avez les instruments rotatifs en nickel-titane. Parmi les instruments rotatifs endodontiques en acier, vous avez les forêts de Getz-Gliden. C'est des forêts. Les forêts de Getz-Gliden sont utilisées pour avoir un accès direct au canot. Mais ces instruments, moi, je ne les aime pas, je vous dis en toute sincérité. Ces instruments doivent être utilisés avec précaution, car soit ils peuvent se fracturer à l'intérieur s'ils rencontrent une tige métallique telle que les cônes d'argent, ou alors d'entamer largement les parois canalaires et de provoquer une sorte de résorption intracanalaire. Je vous les cite dans le cas où un jour vous avez des forêts de Getz-Gliden, vous pouvez les utiliser pour relocaliser vos entrées canalaires, mais je ne les aime pas beaucoup parce qu'ils risquent de se fracturer à l'intérieur ou ils risquent de vous créer une poche à l'intérieur canalaire qui ressemblerait à une résorption intracanalaire. Vous avez les forêts de Largo ou Piso.
sont, eux, utilisés pour forer à l'intérieur des tenons fibrés. Ceux-là ne sont pas dangereux parce que vous forez à l'intérieur même des tenons, sont utilisés uniquement pour les tenons fibrés, soit en verre, en quartz, donc les fibres de verre, en quartz ou carrément en verre. Ceux-là, ils vont directement sur le pivot. Même s'ils se fracturent, ils sont sur le pivot, ils ne sont pas à l'intérieur de votre paroi canalaire. Tandis que le forêt de Gates-Glidden, vous devez l'introduire entre la paroi et le matériau. Et là, il y a risque de fracture ou de poche à l'intérieur. Le forêt de Largo, lui, il est utilisé pour fraiser à l'intérieur d'un tenon fibré, qui soit en fibre de verre, en verre ou en quartz. Il vous permet de creuser à l'intérieur pour pouvoir le retirer par la suite. Vous avez également des limca montés sur système mécanisé. Donc, il existe des limca montés sur tour. Elles permettent de plastifier la gutta dans le canal, la rendant ainsi plus malléable et faciliterait ainsi son retrait. Donc, cette limca, vous allez l'introduire, par exemple, dans votre cône de gutta et vous allez la mettre à fonctionner. La friction va entraîner un dégagement de chaleur. Ce dégagement de chaleur va vous ramollir votre cône de gutta et il va vous permettre son retrait facilement. Nous allons voir par la suite, là je vous donne en masse le matériel nécessaire. Nous allons voir comment utiliser tout ce matériel et tous ces produits. Nous avons parlé des instruments en acier inoxydable, tels que les forêts de Gates-Glidden, les forêts de Largo, les limca montés sur système mécanisé, et nous avons les systèmes rotatifs en nickel-titane ou NITI. Et bon, on a suffisamment parlé en troisième année. Les instruments rotatifs en nickel-titane ont apporté une nette amélioration dans les retraitements endodontiques par leur rapidité dans les procédures de désobturation. En effet, leur forte conicité dans la partie coronaire et médiane permettent de nettoyer plus rapidement et plus efficacement les parois canalaires. Mais bien sûr, quand le canal a été vidé. Actuellement, la plupart des systèmes NITI proposent des séquences dédiées au retraitement endodontique orthograde. Par exemple, on avait pris l'exemple du ProTaper. Le ProTaper a 2 limes spéciales retraitement endodontique. Toutefois, il faudra insister sur le fait que le travail des instruments NITI est toujours complété par les limes manuelles pour l'élimination de la boue dentinaire. Donc, les instruments rotatifs en nickel-titane sont utilisés. Vous avez des séquences instrumentales qui sont proposées par les fabricants, qui sont dédiées uniquement au retraitement, mais quand votre canal a été entièrement vidé de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi existe-t-il des instruments NITI complémentaires au niveau de la boîte, par exemple, que vous recevez pour le traitement endodontique? Tout simplement, le retraitement endodontique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le canal a été déjà mis en forme et que les premiers instruments par exemple, de vos séquences instrumentales, je parle du ProTaper, ils ne vont plus vous servir à rien. C'est fini, vous avez élargi avec les premières limes. Il faudrait donc d'autres limes qui soient dédiées pour le retraitement. Et actuellement, donc, toutes les marques que vous allez recevoir, que ce soit le ProTaper, le CMA, tout ce que vous avez, ils ont rajouté 2 limes supplémentaires pour les retraitements endodontiques. Mais, je répète encore, quand le canal a été vidé. Maintenant, il existe après les instruments endodontiques et les instruments endodontiques rotatifs, les instruments manuels, les ultrasonores. Vous avez les instruments chauffants. Les systèmes conçus à l'origine pour la thermoplastification de la gutta perca lors de l'obturation endodontique peuvent être utilisés pour le ramollissement de la gutta dans le cas de désobturation. Exemple, le système B. Nous avons vu en troisième année la thermoplastification de la gutta perca pour une obturation endodontique hermétique.
Et nous avons vu le système B, c'est-à-dire qu'avec le système B, vous pouvez ramollir la gutta à l'intérieur du canal. Ensuite, vous la tassez au moyen de plugueurs à l'intérieur de votre canal. Ce même système B qui nous a permis le réchauffement pour l'obturation canalaire, il peut nous permettre le réchauffement de la gutta à l'intérieur et son retrait. Donc, les systèmes chauffants, dont le système B. Vous avez également les lasers. Les systèmes laser peuvent aussi être utilisés pour la désobturation de la gutta perca et de certains ciments de scellement endodontiques. Nous avons donc les instruments, nous avons les systèmes chauffants, nous avons également les lasers qui peuvent être utilisés pour la désobturation de la gutta perca et des ciments de scellement endodontiques. Vous voyez que nous avons le choix pour faire un retraitement ou pour faire des désobturations de matériaux ou pour enlever des ancrages intracanalaires ou pour supprimer des fractures d'instruments à l'intérieur du canal. Tous ces instruments, vous pouvez faire votre choix. Bien sûr, vous n'allez pas acheter tout ça qui vous coûtera une fortune, mais vous allez faire votre choix pour pouvoir faire soit le retrait d'un instrument fracturé, soit le retrait d'un ancrage intracanalaire, soit la désobturation de tout le canal pour un retraitement. Et nous avons enfin les produits de désobturation. Ce sont les produits chimiques. Il existe des produits de désobturation et il existe plusieurs types donc de solvants, soit de la gutta perca, soit des ciments endodontiques. Pour que ces solvants soient efficaces, il faudrait les laisser un certain temps au contact du matériau de manière à ce qu'il puisse être absorbé par ce matériau et qu'il puisse le ramollir pour que nous puissions le retirer. Donc, vous avez énormément de produits chimiques que vous pouvez utiliser. Il y a des produits chimiques dédiés uniquement à la gutta perca pour la ramollir. Vous avez des produits chimiques dédiés aux ciments endodontiques pour les ramollir. Et vous avez des substances que nous appelons des substances mixtes qui peuvent ramollir en même temps et la gutta perca et les ciments ou les pâtes endodontiques. Donc, les solvants, nous allons parler, vous avez à votre choix. Les solvants, il faut que vous les connaissiez de manière à pouvoir faire votre choix par la suite. Nous allons parler des solvants de la gutta perca. Parmi les solvants de la gutta perca, vous avez, je suis persuadée, un solvant en tête, c'est le chloroforme. Le chloroforme qui est pratiquement universellement utilisé, mais avec énormément de précautions parce qu'il est cytotoxique et que certains auteurs ont dit qu'il était cancérigène. Mais utilisé dans un contexte clinique endodontique, c'est-à-dire de très faible quantité, il ne peut pas présenter de danger. Je reprends, donc la gutta perca se dissout facilement dans le chloroforme. Le chloroforme, donc, dissout la gutta perca. Je répète donc, mais il est bon de rappeler que le chloroforme est cytotoxique et qu'il est classé par les USA parmi les produits cancérigènes. Mais utilisé dans un contexte clinique endodontique, c'est-à-dire à très faible dose, il ne présente pas de danger pourvu qu'il ne soit pas en contact avec les tissus mous avoisinants, pourvu qu'il ne soit en contact qu'avec la gutta perca. Donc, premier produit, le chloroforme. Vous avez également l'essence de térébenthine. L'essence de térébenthine dissout facilement la gutta perca, ce qui pourrait représenter un avantage pour retirer ce matériau en entier. Mais comme tous les produits chimiques, ce produit est cytotoxique, pouvant provoquer une dermatite de contact. Je dis bien dermatite de contact. On ne vous dit pas qu'il est cancérigène. On vous dit qu'il peut provoquer une dermatite de contact. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que c'est soit vous qui entrez en contact avec ce produit et vous allez provoquer une inflammation au niveau de la peau de votre doigt, de vos doigts, ou alors il entre en contact avec les parties mous de la cavité buccale ou avec la lèvre de votre patient et il peut être cytotoxique provoquant une inflammation. Donc, à vous de savoir le manipuler. Donc, l'essence de térébenthine dissout parfaitement la gutta-perca, mais il faut l'utiliser avec précaution. Vous avez également l'eucalyptol. C'est l'huile aromatique de l'eucalyptus. Tout le monde connaît l'eucalyptus ici en Algérie. Combien de fois vous avez eu un rhume important et que vos mamans ou vos grands-mamans ont mis de l'eucalyptus à l'intérieur d'une casserole et vous a demandé d'inhaler tout ça. Donc, l'eucalyptus, nous le connaissons, il est très répandu chez nous en Algérie et son essence, son huile essentielle peut être un dissolvant de la gutta-perca. Son action est lente, ça ne nous dérange pas beaucoup. On met une goutte, on attend quelques minutes jusqu'à la dissolution progressive de la gutta-perca. Donc, l'huile aromatique essentielle d'eucalyptus est utilisée pour dissoudre de la gutta-perca, même si son action est lente. Vous avez également, c'est les derniers nés de, excusez-moi un instant, ce sont les derniers nés de nos huiles essentielles. Ce sont les huiles essentielles d'agrumes, telles que l'huile essentielle du citron, que nous appelons le délimonène, et d'orange, qui sont utilisés. Ces produits sont les derniers nés des produits solvants de la gutta-perca. Cependant, certains auteurs ont constaté qu'ils avaient des caractères cytotoxiques et irritants. On dit bien cytotoxique et irritant, on ne dit pas cancérigène. Ce qui veut dire que utiliser avec modération, c'est-à-dire très faiblement, sans contact avec la peau, sans contact avec les muqueuses, vous pouvez très bien, moi je l'ai déjà utilisé, et si vous l'utilisez en grosse quantité, vous risquez de créer des dégâts, mais si vous les utilisez à très petite quantité, ils vous facilitent le travail d'une manière extraordinaire. Donc, l'huile essentielle d'agrumes, telle que le citron ou l'orange, permet de dissoudre la gutta-perca, mais utilisée avec précaution, comme tous les autres produits chimiques qui doivent être utilisés avec précaution. Nous avons vu donc là tous les produits, chloroforme, essence de térébenthine, eucalyptol, huile essentielle d'agrumes qui peuvent dissoudre la gutta-perca. Nous avons ensuite les solvants des pâtes ou des ciments, tels que le génate, la résine. Et là, nous citons en premier produit que vous connaissez tous et que vous êtes familiarisés avec, c'est le génol. En plus de son action antiseptique et analgésique, le génol peut être utilisé pour dissoudre certaines pâtes et certains ciments endodontiques. Certaines pâtes telles que le génate et certains ciments endodontiques tels que les ciments à base de génate ou à base d'oxyde de zinc de génol ou à base d'hydroxyde de calcium. Nous avons également les formamides. Nous citons dans cette catégorie l'endosolve. L'endosolve nous a tiré d'affaire pendant plusieurs années. L'endosolve, moi, c'est un produit que j'ai affectionné énormément parce qu'il vous dissout très facilement les pâtes endodontiques. C'est un puissant solvant de l'oxyde de zinc génol et de certains ciments résineux à utiliser avec précaution. Par exemple, avec une seringue à insuline, vous ne prélevez qu'une goutte. Après avoir fait creuser avec une limca ou avec une fraise boule à col long, vous déposez à l'intérieur de l'entrée canalaire, vous le laissez agir. Au bout d'une minute, vous pouvez entamer la désobturation de votre pâte canalaire. Et enfin, donc parmi les solvants des pâtes, nous citons le génol et les formamides, tels que l'endosolve, et nous avons enfin les solvants mixtes. Les solvants mixtes, il existe les solvants mixtes pour la gutta-perca et les pâtes en même temps, tels que le xylène ou xylol,
et l'acétate d'éthyle. Ce dernier, récemment mis sur le marché, est associé à l'essence d'origan. Il constitue un solvant d'épate d'obturation canalaire à base de génol. Donc, il existe les solvants mixtes, tels qu'à base de xylène, tel que le xylol, et l'acétate d'éthyle, qui vous permettent la désobturation en même temps et d'épate et de la gutaperca. Nous avons enfin les produits que nous connaissons très bien, ce sont les produits désinfectants. Ils jouent également, ces produits désinfectants que vous connaissez, ce sont l'hypochlorite de sodium et le DTA. Ils jouent également leur rôle dans la désinfection, dans le retraitement, je dis bien dans le retraitement canalaire. Ils ne sont pas utilisés pour désobturer, mais pour le retraitement. Les produits désinfectants jouent un double rôle, la suppression de l'infection et l'élimination des débris restants de l'obturation canalaire, des débris restants. Donc, la suppression de l'infection par une irrigation abondante, par une irrigation abondante, notamment lorsqu'on sait que la flore bactérienne d'une infection secondaire, elle devient différente de l'infection primaire, parce que les bactéries deviennent beaucoup plus résistantes que la primo-infection. Nous avons l'apparition d'une nouvelle souche de bactéries, qui est l'Enterococcus fecalis, que nous n'avions pas dans la primo-infection. Nous la retrouvons dans les retraitements canalaires dans l'infection secondaire. Donc, la suppression de l'infection et notamment de ces bactéries que nous appelons les Enterococcus fecalis, ces produits-là jouent un rôle très important. Et bien sûr, le produit de choix que nous connaissons, c'est l'hypochlorite de sodium. Et il joue également l'élimination des débris restants de l'obturation canalaire et ce rôle sera attribué à l'EDTA. L'hypochlorite de sodium, utilisé en concentration de 2,5 à 5%, est un agent antibactérien efficace contre les germes impliqués dans les échecs des traitements endodontiques. C'est-à-dire que l'hypochlorite de sodium, de concentration comprise entre 2,5 et 5%, est tout à fait efficace sur l'Enterococcus fecalis. Tandis que le DTA sert à éliminer les restes des ciments canalaires à base d'hydroxyde de calcium et à libérer les tubuli dentinaires pour le dernier rinçage à l'hypochlorite de sodium. Donc, nous avons vu les instruments, nous avons vu les produits chimiques. Parmi les instruments, nous avons vu les instruments à main, nous avons vu les instruments rotatifs, nous avons vu les instruments ultrasonores, nous avons vu ensuite les lasers, les instruments chauffants. Nous avons vu également les produits chimiques tels que les produits chimiques qui servent à désobturer, à ramollir la gutaperca. Nous avons vu les produits chimiques qui servent à ramollir les ciments endodontiques. Nous avons également besoin dans notre panoplie pour les retraitements des produits désinfectants tels que l'hypochlorite de sodium qui est un puissant désinfectant qui est un large spectre et qui agit tout à fait sur l'Enterococcus fecalis qui fait son apparition dans l'infection secondaire. Et nous avons également besoin de l'EDTA qui sert à nous ouvrir la lumière des canalicules pour un dernier rinçage à l'hypochlorite de sodium et pour ainsi éliminer toute l'infection qui est à l'intérieur du canal et qui a été à l'origine de notre réinfection canalaire. Est-ce que ça va?